Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour un nouveau Texama Show, la présentation de l'actualité de la semaine. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par NordVPN. Vous avez dû le voir que l'article 13 et 17 est passé, je l'ai présenté dans un Texama Show justement. Eh bien, une bonne manière de justement contourner ces deux articles si vous êtes européen, c'est d'utiliser un VPN. NordVPN vous permet de vous connecter dans 60 pays différents, ce qui vous permet évidemment du coup d'éviter totalement l'article 13 qui serait mis en place sous forme de loi. Il vous permet aussi d'accéder à des contenus que vous n'auriez normalement pas accès dans votre pays peut-être. En plus de ça, votre connexion est chiffrée, ce qui permet de sécuriser tout ce que vous faites. Donc si vous vous connectez à un Wi-Fi public ou même sur un réseau 4G ou autre chose, vous serez totalement protégé. En plus, comme l'application est disponible sur Android, iOS, Mac, PC, Linux ou même n'importe quel appareil qui supporte les VPN, eh bien vous pouvez vous sécuriser à peu près n'importe où. Du coup, si vous êtes intéressé par un abonnement NordVPN, qui a d'ailleurs été élu meilleur VPN de l'année 2019, vous pouvez suivre le lien dans la description ou utiliser le code AurelienSama qui est à l'écran et ça vous permettra d'avoir NordVPN pour seulement 2,62€ par mois et ainsi qu'un mois gratuit. Maintenant, passons aux news de la semaine. Ok, alors la première news concerne la chaîne. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais maintenant un bouton rejoindre est apparu sur la chaîne. C'est tout simplement, ça concerne les abonnements payants YouTube. Donc ces abonnements, c'est comme les sub Twitch. C'est en gros, vous prenez un abonnement pour une chaîne, pour cette chaîne en particulier. Donc le gros des revenus, 70% revient à la chaîne, 30% est reversé à YouTube. C'est assez standard. Twitch a exactement le même partage de revenus et tout ça. Et du coup, ça permet de soutenir directement la chaîne. Donc, j'ai eu enfin accès. Ça fait 2 semaines que j'essaye d'activer le truc, mais que bizarrement, ça coinçait visiblement au niveau de mon network. J'ai eu enfin accès. Du coup, si vous voulez soutenir la chaîne, déjà, merci à vous. Il faut tenir compte qu'il y a pas mal de moyens de paiement d'ailleurs avec ce truc-là. C'est pas trop mal, donc c'est 4,99€ par mois. Vous pouvez payer avec Google Play aussi, ce qui est vraiment pas mal. Donc, vous pouvez par exemple prendre des cartes Google Play Store dans un magasin ou autre chose, et puis payer avec ça, donc c'est pas mal. Vous pouvez en gros payer avec votre solde Google Play, et ça permet de soutenir la chaîne. Alors je sais qu'évidemment tout le monde ne pourra pas le faire, et il n'y a aucun problème, c'est vraiment pour ceux qui sont en mode « Ok, j'ai envie de soutenir directement la chaîne ». Peut-être si vous utilisez AdBlock, ou peut-être que vous êtes en mode « Ok, j'ai envie de voir plus de vidéos de qualité », parce que ces revenus évidemment seront utilisés pour améliorer la chaîne tout simplement. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Par exemple, je peux avoir une meilleure deuxième caméra pour avoir du double point de vue. J'aimerais faire plus tard un setup de caméra. Alors j'en ai un pseudo qui marche plus ou moins, celui-là, de setup de caméra qui est au-dessus et qui regarde vers le bas pour faire des trucs sur des tutos montage ou autre chose. Ça peut être vraiment pratique. Je suis en train de préparer mon studio, un studio d'enregistrement où je pourrais enregistrer des vidéos. Ça pourrait permettre tout simplement de mettre en place pour des travaux, de l'isolation ou autre chose. Donc, quoi qu'il arrive, ça soutiendra directement la chaîne, je peux vous le dire. Donc, merci d'avance à ceux qui le prennent. Pour ceux qui en auraient déjà un sur la chaîne principale, c'est peut-être le cas, je vais certainement faire en sorte que ceux qui prennent ici ont exactement le même accès sur le Discord sponsor, parce que j'ai un Discord spécial justement pour tous ceux qui me soutiennent sur la chaîne Aurelien Sama. Donc je vais certainement vous donner le même accès, et peut-être même plus tard, je vous donnerai l'accès à un Discord spécial Texama, mais je pense qu'on va rester sur l'autre Discord sponsor pour que tout soit centralisé, que ce soit plus facile pour moi. Mais je ferai certainement par contre une catégorie Texama sur ce Discord sponsor. Il y a déjà une catégorie Texama sur le Discord public, qui est discord.gg/AurelienSama sans underscore, pas comme mon autre chaîne en réalité. Donc sans underscore, sans accent. C'est un Discord public pour ma chaîne principale, mais il y a une partie Texama où vous pouvez parler tech tout simplement. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient le faire. Dans tous les cas, pour le Discord sponsor, vous y aurez accès si vous prenez sur cette chaîne-là. Donc si vous décidez, et je comprendrai parfaitement, de le résilier sur la chaîne principale et de le prendre sur cette chaîne-là, no problemo, vous gardez vos avantages. Et pour moi, si vous soutenez sur l'une ou l'autre chaîne, ça revient au même. Vous aurez toujours tous les avantages disponibles. Après, évidemment, c'est pas des énormes avantages, je tiens à le préciser, c'est l'accès à ce Discord-là, quelques VOD sur la chaîne principale, par exemple, les VOD des lives, et de temps en temps des vidéos behind the scenes. Vous voyez, des petits vlogs en mode « Oh, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a ça que je suis en train de préparer ». C'est des petites vidéos pas hyper montées ou autre chose, vous voyez, c'est vraiment plus pour montrer ce qui se passe en arrière-plan. Donc quoi qu'il arrive,
Si vous soutenez la chaîne, merci à vous. Ok, alors première news, et d'ailleurs je retourne l'entièreté de cette vidéo parce que j'ai oublié de switcher de scène et du coup vous me voyez juste en plein écran en train de parler de news que vous ne pouviez pas voir. Ah, fun time, fun time. Je préfère retourner, c'est plus rapide. Dans tous les cas, Bendgate 2.0, selon moi que j'appellerais plutôt Bendgate 3.0 en réalité, parce que Bendgate 2.0 c'était les iPads qui pliaient, mais bon, bref, enfin qui arrivaient pliés en dehors de la boîte dès leur livraison. Bref, le Galaxy Fold de Samsung, ce téléphone à 2000 balles, 2000 euros, 2000 $, peu importe, a des problèmes. Il y a plusieurs problèmes en réalité. Premier problème, c'est que l'écran juste meurt sans aucune raison. Il y a une personne qui avait une bulle qui apparaissait au milieu de l'écran, là où il y a la pliure évidemment, et qui, au final, ça cassait l'écran au bout d'un moment. Il y a aussi d'autres personnes qui avaient le problème qu'il y a une couche protectrice sur cet écran. Je vous rappelle que pour que l'écran soit pliable, il est en plastique. Alors, c'est évidemment pas le plastique genre le plastique basique, ça reste comme un bon plastique, mais c'est du plastique. Le plastique se griffe facilement, et voilà. Du coup, il y a une protection, et il y a une sorte d'autre protection que Samsung a rajouté en plus. Le problème, c'est que cette protection ne va pas, genre, elle ne passe pas en dessous du bord en métal de l'écran. Vous voyez, enfin, le bord en métal du téléphone, elle s'arrête sur le bord. Et du coup, il y a des reviewers, des pros, hein, genre, c'est des gens qui reviewent des smartphones tout le temps. Il y en a qui se sont dit, c'est une couche protectrice à enlever. Il y en a deux qui l'ont fait, il y en a un qui l'a enlevé entièrement. What the fuck? Et il y a aussi MKBHD, qui est pourtant un pro là-dessus, s'est dit, tiens, il a même montré, il a fait une vidéo là-dessus, ça ressemble exactement au genre de protection en plastique que met Samsung sur le Galaxy S10 par exemple. C'était exactement pareil, quoi. Du coup, il s'est dit, tiens, il faudrait l'enlever, quoi. Il a essayé de l'enlever et ça a cassé l'écran, donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a fait l'autre à enlever l'entièreté du truc, parce qu'il a dit que ça s'enlevait facilement, vous voyez, ça s'enlevait, mais ça résistait quand même. Du coup, je me demande quel genre de force a utilisé celui-là, genre il a dû... Au revoir, plus de protection, fini. Mais ouais, il y a des problèmes avec ça. Bon, le problème de la protection d'écran, vous allez me dire, mais il faut juste que les gens évitent de l'enlever. Oui, mais l'un des problèmes, justement, c'est que certaines personnes qui ont eu le téléphone en review ont déjà la protection qui s'enlève d'elle-même. Genre, c'est du plastique, vous voyez. La poussière, quand vous mettez le téléphone dans votre poche ou autre chose, la poussière va s'accumuler, ça va se glisser petit à petit sous l'écran de protection, et la colle va perdre son effet de plus en plus, et à un moment, ça va juste s'enlever, comme n'importe quelle protection plastique. Vous voyez les gens qui laissent les protections plastiques sur les trucs, au bout d'un moment, la protection plastique commence à s'enlever avec la poussière et tout ça, et ça va exactement donner le même truc. Donc, on ne sait pas si Samsung va changer grand-chose à ça. La seule différence par rapport au modèle que vous pouvez acheter, parce que ça sort bientôt, hein, le Galaxy Fold, c'est qu'il y a maintenant un message affiché en grand sur l'écran, sur la vraie protection d'écran qui dit « Hey, n'enlevez pas la couche plastique sur l'écran parce que ça pourrait casser votre téléphone. » Donc, il le précise, mais voilà, il y a des gens qui ne le verront pas forcément, et il y a aussi des gens juste ça va s'enlever naturellement à cause de la poussière ou autre chose. Donc ouais, quoi qu'il arrive, au final, le résumé derrière là-dessus, c'est une première génération d'une nouvelle technologie qui a l'air géniale, franchement, mais c'est une première génération, donc il faut s'attendre à ce genre de choses. Et les prochaines générations... J'entends des drôles de bruit dehors. J'entends des gosses chanter dehors. What the fuck. Bref, dans tous les cas, première génération, il y a forcément des problèmes. Est-ce que vous devriez acheter un téléphone pareil? Selon moi, non, pas du tout. 2000 euros, quoi. Il y a certainement beaucoup de choses que vous pouvez acheter pour 2000 euros. Vous pouvez acheter un très bon téléphone pour 600 euros et puis juste utiliser le reste de l'argent pour faire autre chose de plus intéressant. Ou vous achetez deux téléphones à 600 euros et puis vous les collez ensemble et vous avez un téléphone pliable. Bref, je suppose. Quelqu'un pourrait faire une application sur Android qui synchronise deux téléphones pour qu'on puisse faire un téléphone pliable. Ce serait pas mal, ça. Bref. Dans tous les cas, première génération, la deuxième génération sera déjà beaucoup mieux, certainement, la troisième encore mieux. Et au bout de 5-6 ans, on aura des très bons téléphones pliables, certainement moins chers, je l'espère en tout cas. Parce que là, oui, c'est très nouveau comme technologie et tout ça. Et ça requiert de fixer pas mal de problèmes. Le plus gros problème, c'est cet écran qui doit être pliable. Et du coup, le verre, ça marche pas. Le verre, c'est la meilleure protection qui existe pour un écran. C'est transparent. C'est assez résistant, du verre trempé, hein.
Enfin, résistant. Non, oui, non, c'est très dur, voilà, plutôt. C'est très dur, donc c'est-à-dire que ça se griffe difficilement, mais évidemment, ça casse facilement. Même s'ils sont pas mal résistants ces derniers temps, mais voilà. Dans tous les cas, on verra ce que ça donnera. Il y a aussi une petite news en rapport avec quelqu'un qui s'est amusé à démonter un Galaxy Fold pour voir l'intérieur. Plutôt intéressant, on voit le mécanisme notamment qui plie et qui est apparemment assez satisfaisant parce qu'il y a des aimants dedans qui fait que quand vous le pliez, ça fait tac, ça fait vraiment un clap quand ça ferme et c'est un clap vraiment satisfaisant, donc ma foi. C'est peut-être moins satisfaisant quand votre écran casse, mais bref, c'est toujours mieux qu'un téléphone qui explose, je suppose. Ensuite, une petite news hardware sur la GTX 1650 qui va sortir. Elle devrait sortir le 23 avril, ce qui est très très proche, pour 149 $. Donc en euros, comptez plutôt 160, 170 euros, selon moi, 170 si vous préférez. Niveau perf, on n'a pas de chiffres pour le moment. Je n'ai pas d'exemplaire de review prévu personnellement. J'ai essayé d'en dégoter un, donc voilà, mais il n'y en a pas. Donc je ferai quand même une vidéo certainement à la sortie pour, en regardant les tests et tout ça. Je vais lire pas mal de tests dessus de toute manière et vous faire un petit peu un résumé de tous ces tests. Après, évidemment, je vous conseille, si vous achetez la carte, de toujours aller lire des tests par vous-même. Mais on peut spéculer parce que quand c'est logique, vous voyez, quand Nvidia sort une carte graphique, ils essayent que cette carte graphique se mette exactement au-dessus de leurs concurrents. Donc selon moi, elle sera plus performante qu'une RX 570, peut-être même plus performante qu'une RX 580. Certainement plus performante, du coup, si elle est plus performante qu'une RX 580, à une GTX 1060 3 Go, qui, je le rappelle, il n'y avait pas juste une différence de giga, enfin de mémoire par rapport à la 6 Go, il y avait réellement une différence d'architecture. Genre, la 3 Go avait légèrement moins de coups d'accord et tout ça, et du coup, elle était légèrement moins puissante. Donc, il faut le préciser, hein, beaucoup de gens l'oublient. Du coup, à mon avis, elle va se situer à peu près là, selon le prix, j'espère. Le mieux, franchement, pour moi, le mieux, c'est qu'elle soit plus performante qu'une GTX 1060 3 Go. Si elle est plus performante que ça, et plus performante qu'une RX 580, ce sera certainement une bonne carte. Après, évidemment, le prix sera très important, parce que le truc, c'est si elle sort à 180 euros, je le vois arriver, ça, genre 180 euros, ben t'es en mode, ouais, mais pour 30 euros en plus, je peux avoir une GTX 1660 qui est plus puissante. Donc, ouais. Donc, on verra. Selon moi, c'est vraiment le prix qui va tout définir. Parce que si elle sort à 170, 180 euros et que les RX 570 continuent de baisser de prix, ben, il y aura toujours un intérêt à prendre une RX 570. Parce que si vous pouvez l'avoir pour 130 euros, ben, ça bat n'importe quoi. Donc, ouais. Bref. On verra ce que ça donnera. Il y a 4 Go de RAM. C'est vraiment une carte qui sera d'ailleurs destinée, pour info, au Full HD en réglage haut graphique, pas ultra. Je devrais d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet, je pense que ce serait plutôt intéressant, mais vous montrer la différence des fois entre le haut et l'ultra, parce que l'ultra, c'est genre, ouais, c'est le meilleur paramètre graphique, mais c'est souvent hyper lourd pour rien, en fait. Alors que des fois, vous vous mettez en high ou en haut, justement, et c'est juste en dessous de l'ultra, hein, légèrement moins beau, mais bien souvent, ça tourne beaucoup mieux. Donc, je devrais faire une vidéo sur le sujet, je pense que ça pourrait être intéressant. Bref, dans tous les cas, 23 avril, on verra ce que ça donnera. Il n'y a pas vraiment de chiffre de performance pour le moment. Ce sera aussi, par contre, un avantage par rapport à la RX 570, une très petite carte qui ne requiert aucune alimentation externe. Il n'y a aucun port en plus. Donc, ça veut dire que vous pourriez la mettre dans un tout petit PC qui a... Ça pourrait être une bonne carte pour upgrade un vieux PC qui n'a pas une très bonne alimentation. Vous voyez qu'il y a une alimentation de 300-400 watts. Ce serait parfait. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne petite carte d'ailleurs pour ce sujet-là. Moi, je la verrais bien dans une Minecraft box, que j'appellerais ça. Donc, c'est un PC vraiment pour faire tourner Minecraft ou n'importe quel jeu un peu facile à faire tourner, vous voyez. Ou c'est juste un tout petit PC, parce qu'elle est toute petite comme carte, hein, comme on peut voir. Hein. Tous les modèles qu'on voit jusqu'à maintenant sont assez petits. Et juste plein de performances pour un petit format et pas beaucoup de consommation. Donc, on verra bien, de toute façon, qu'est-ce que ça donnera. Petite news sur les iPads. Outre le fait qu'on parlait justement Bangate 2.0, que les iPads arrivaient pliés. Bon, ça c'était les iPads Pro 2018. Du coup, ces iPads-là, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Je ne sais même plus quand ils sont sortis. Donc, c'est les nouveaux iPad Air et iPad mini qui sont plutôt intéressants. Donc, c'est un 10,5 pouces et un 7,9 pouces, le voilà, l'iPad mini. Donc, ça, c'est le nouvel iPad aussi. J'en parle parce que tout simplement, selon moi, et c'est toujours le cas, je pense qu'Apple a les meilleures tablettes d'un point de vue
multimédia. Donc si vous utilisez une tablette en mode je regarde des vidéos, je regarde des streams, je joue à des mini-jeux mobiles et autre chose, selon moi, Apple a toujours la couronne là-dessus. Malheureusement, Android, qui a pourtant un des gros avantages, c'est qu'Android normalement est plus développé qu'iOS. Vous voyez, il y a plus de fonctionnalités. Le truc, c'est que les tablettes, en fait, que ce soit sur iOS ou Android, pour moi, je les vois que pour le multimédia. Il n'y a aucune tablette que je suis en mode « Ah ouais, je pourrais vraiment remplacer un ordi portable avec. Évidemment, je ne m'attends pas à avoir Adobe Premiere en mode montage hyper sérieux avec After Effects, même si d'ailleurs, il y a des applications Adobe qui sortent sur Android et sur iOS, et il y a même Photoshop qui devrait sortir justement sur iOS, mais le multitâche est juste bof, que ce soit sur Android ou même sur iOS. Ça, et je comprends pas d'ailleurs le pourquoi, parce que clairement, on est d'accord, quand on regarde monsieur tout le monde, monsieur qui utilise ordinateur, enfin qui fait que regarder des mails et tout ça, monsieur tout le monde n'a pas besoin d'un ordinateur quand on y pense vraiment. Il a juste besoin d'une bonne tablette qui sait faire les choses que font un ordinateur de base. Mais le truc, c'est que bien souvent, les tablettes gèrent mal le multitâche, vous voyez. Du coup, mais ça limite un petit peu justement cette utilisation pour vraiment remplacer un ordinateur portable, un ultrabook en tout cas. Et c'est vraiment dommage en fait. Donc j'ai vraiment hâte que Google se dise hey, on va peut-être améliorer le multitâche sur Android, ou que Apple se dise hey, on va peut-être améliorer le multitâche sur Android pour justifier que les gens achètent notre nouvel iPad, parce que c'est certainement pour ça qu'ils n'ont pas fait plus de multitâche pour le moment, parce que je suis sûr que Apple a pensé au multitâche et qu'ils le feront certainement dans le futur. C'est juste qu'ils attendent de le faire pour se faire un peu plus d'argent, parce qu'ils vont vendre chaque iPad avec une petite mise à jour. Bref, dans tous les cas, j'ai hâte de voir ça. En attendant, ça reste des très bons appareils pour le multimédia. Selon moi, la meilleure tablette qui reste par contre pour la productivité reste la Surface de Microsoft. Oui, les iPad Pro sont très puissants, mais voilà, ils ont juste Pro dans le nom. Ils sont pas vraiment Pro, soyons honnêtes. Ensuite, là, Facebook, en parlant de justement de trucs... Ah non, en fait, il n'y a aucun segue, en fait, j'allais dire. Oui, en parlant de ça, Facebook, non. Facebook est en train de travailler sur un assistant similaire à Alexa, donc Amazon, ou Google Assistant, donc Google. J'aime bien comme ils citent pas Siri, parce qu'on sait que Siri est nul à chier au niveau assistant, ou même Bixby, parce que c'est exactement la même chose. Bref, désolé si vous utilisez l'un des deux, mais soyons honnêtes. Facebook, assistant. Je suis le seul à être en mode non, non, non merci. C'est Facebook. Je veux dire, Google, on sait qu'ils espionnent plein de gens. Amazon, on sait qu'ils espionnent plein de gens. Mais alors Facebook, le problème avec Facebook, c'est qu'ils espionnent vraiment beaucoup de gens, mais de manière même exagérée. Et en plus de ça, ils sont mauvais à le faire. Ils sont mauvais, quoi. Ils se font avoir, ils laissent des failles exploitables, et il y a des gens qui utilisent ça pour faire des choses mauvaises, en fait. Donc ouais, un assistant Facebook, non merci. Non, jamais de la vie. Autant Google, quand vous avez un assistant Google, vous sentez espionné, vous voyez. Mais Facebook, s'il y avait un assistant Facebook, moi je ne me sentirais pas espionné. J'aurais l'impression qu'il y a quelqu'un qui dort dans le même lit que moi et qui me lèche les fesses. C'est parce que c'est vraiment ce que fait Facebook, hein, je suis désolé. Donc ouais, non merci. J'espère que ça n'arrivera jamais. Surtout que Facebook continue de faire des sacrés... Ouais, juste, ils arrêtent pas en fait. Ils arrêtent pas de faire des conneries et de juste se faire avoir. Mais bon, bref. Heureusement qu'ils ont Instagram, parce que c'est vraiment Instagram, à mon avis, qui maintient mieux la marque Facebook, parce que Facebook à l'heure actuelle, c'est... ouais, c'est pas trop ça. Et en parlant de pas trop ça n'a rien à voir en fait. En parlant de justement assistant ou d'IA ou je ne sais quoi, OpenAI, j'en avais parlé dans le passé normalement. OpenAI, c'est une IA, tout simplement. Une IA ouverte qui a pour but... il me semble qu'ils la font en réalité pour juste rechercher l'IA, oui, juste montrer les capacités de l'IA et tout ça, développer une IA tout simplement, qui est ouverte, donc c'est-à-dire que, hey, ah tiens, j'ai regardé qu'il y avait un bug dans l'IA qui faisait qu'elle pouvait devenir consciente et essayer de tuer tous les êtres humains. Mais je l'ai fixé parce que l'IA est ouverte et que tout le monde peut corriger les bugs. Donc c'est un peu le but derrière. C'est quand même préférable d'ailleurs de fixer ce genre de problème. Ouais, ça peut être préférable. Dans tous les cas, OpenAI, vous l'aviez déjà vu certainement dans les news, comme quoi ils avaient battu, OpenAI avait battu
un des champions de, je ne sais plus le nom du jeu. Ah, j'ai vu un animé qui montrait beaucoup ce jeu-là. C'est le jeu, c'est une sorte de, c'est pas un échec, mais c'est une sorte d'échec japonais. Vous voyez, vous avez des généraux et tout ça, vous avez beaucoup de pions, mais ça se joue beaucoup plus difficilement que l'échec. C'est beaucoup plus, enfin, c'est pas plus complexe, mais c'est plus complexe pour un ordinateur parce que les échecs, c'est très simple pour un ordinateur. C'est du pur calcul. C'est vraiment, ok, cette pièce peut bouger comme ça, donc voilà toutes les possibilités, je calcule vite fait. C'est d'ailleurs pour ça que les ordinateurs peuvent battre aux échecs les champions d'échecs au monde depuis genre des dizaines d'années parce que c'est du pur calcul. Il n'y a même pas d'intelligence artificielle derrière. C'est juste genre, quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce qu'il peut faire après? Voilà. Ici, par contre, pour le jeu justement japonais que je parlais, c'était déjà beaucoup plus complexe et c'était assez impressionnant. Et maintenant, OpenAI arrive à apparemment défoncer des champions de Dota 2. Et ça, c'est beaucoup plus impressionnant parce que Dota, c'est pas juste genre, ok, mon pion est en A6 et je peux le déplacer là ou là. Non, Dota, c'est un jeu pur. Enfin, la map, évidemment, c'est un peu 2D en quelque sorte, mais ça reste un jeu pur, vraiment, avec beaucoup de possibilités de déplacement et tout ça, et c'est hyper impressionnant en fait. Et ça ouvre beaucoup de possibilités pour l'avenir, notamment le fait qu'au lieu de vous faire défoncer par des gens sur le web, sur des jeux en ligne, vous allez vous faire défoncer par l'IA. Ça peut être bien, je suppose, non? Moi, je pense que c'est un avantage, parce que jouer en ligne, des fois, c'est... Ah, non. Vous tombez sur des gens juste... Voilà. Et... Mais l'avantage avec une IA, c'est que déjà, elle pourrait jouer avec vous. Vous pourriez jouer en multi-solo, enfin en multi-solo, en solo avec une bonne IA qui se débrouille, pas juste une IA qui est en mode pourquoi tu viens de te coincer sur ce mur? Pourquoi tu n'arrives pas à me suivre? Vous voyez? Genre, je pense que si vous avez déjà joué à Left 4 Dead 2 en multi avec d'autres personnes et qu'il n'y avait pas assez de personnes pour combler les 4 slots et que vous étiez obligé d'avoir une IA, que vous étiez en mode mais pourquoi cette IA ne nous suit pas, what the fuck, enfin bref, ça pourrait être très intéressant. Et puis ça peut être très intéressant tout simplement en mode ok, je peux jouer en solo contre une IA qui n'est juste pas nulle à chier, qui se débrouille très bien et qui même, je peux la régler, être en mode je veux juste que tu sois légèrement moins puissante, tiens, parce que j'avais un peu du mal la dernière partie, ou sois un peu plus puissante, parce que j'avais un peu trop facile. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour information d'ailleurs, cette IA est limitée au niveau de ses possibilités. Elle ne... Parce que vous pourriez vous dire, oh mais c'est un ordinateur, il peut prendre 1000 décisions en une fraction de seconde. Non, non, en réalité, cette IA est limitée pour avoir un temps de réaction logique. Donc elle ne peut prendre que des actions comme un joueur en fait. Par exemple, si un joueur professionnel de Dota 2, j'invente les chiffres, hein, si un joueur professionnel de Dota 2 prend 6 millisecondes pour faire une action, genre pour décider une action, eh bien, ou par exemple un joueur de Dota 2 a un APM, donc c'est le nombre de touches pressées ou autre chose de X, 140 on va dire à la minute, j'invente évidemment, c'est certainement plus, ben, l'IA est limitée pour suivre ces temps de réaction, vous voyez. Donc elle n'est pas totalement déverrouillée en mode je contrôle le jeu hyper vite. Elle est quand même limitée pour réagir de manière logique. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est plus complexe pour l'IA parce qu'elle est obligée de faire vraiment les bons choix. Parce que si elle envoie la commande de déplacer le joueur sur la droite, euh, bon évidemment elle pourrait toujours corriger sa décision si elle voit un problème, mais ouais, elle est obligée vraiment de suivre ces décisions-là. Donc ouais, c'est plutôt intéressant quoi qu'il arrive. Et certainement, on verra encore plus de trucs comme ça dans le futur. J'espère juste que ce ne sera pas des IA qui sont devenues conscientes et qui essayent de nous tuer, parce que ce serait pas cool en fait. J'aimerais pas tant. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le moment où on lit un petit peu les commentaires. Oui, par rapport au trou noir, j'ai fait quelques erreurs, je tiens à le préciser, je suis loin d'être un expert. Oui, c'était pas la théorie de la gravité qui était principalement confirmée avec ça. C'était la théorie de la relativité par Albert Einstein, évidemment. Donc, il avait, d'ailleurs, à l'époque où il avait théorisé ça, évidemment, il n'y avait aucune manière de le vérifier, hein. J'avais vu d'ailleurs un reportage qui était très intéressant justement sur certaines théories qu'avait fait Albert Einstein et pour vraiment les confirmer, tout ce qu'ils avaient fait en fait pour le confirmer, c'était vraiment impressionnant. Dans tous les cas, ça la confirme vraiment beaucoup plus en fait, même s'il y a des trucs qui ont été recorrigés depuis, hein. Je veux dire, la science c'est vraiment vous faites une théorie sur un truc, vous êtes en mode je pense que ça arrive comme ça parce que je théorise que ça se passe comme ça, vous voyez.
Et puis, au fur et à mesure, on découvre qu'en fait, ouais, non, il y a des conditions spéciales peut-être, ou alors c'est pas exactement pareil, ou peut-être que ça arrivait comme ça à cause d'un autre phénomène. Et c'est ça qui est assez intéressant avec la science, c'est que c'est en constante évolution. Mais là, c'est quand même cool de voir que ça se confirme, tout simplement. Donc, ouais. Il y avait plusieurs personnes, justement, qui précisaient ça. Oui, c'était les news de la chienne. Oui, totalement les news de la chienne. J'avais aussi ce commentaire sur faire des portables, faire des reviews sur des portables Ryzen. J'aimerais bien en mettre la main sur un, justement, parce que je trouve qu'ils sont plutôt intéressants. Mais il faut que je mette la main sur un, tout simplement. Donc, j'essaierai d'en dégoter un, mais j'aimerais vraiment bien, justement, en tester un des portables sur Ryzen. Parce que PC portable sur Ryzen, parce que Ryzen est très intéressant. Et sur PC portable, Intel se sucre comme pas possible. Hein. Les PC portables, je le dis vraiment, les PC portables coûtent aussi cher pour la simple et bonne raison que Intel et Nvidia sont en mode « Oh, ben si on peut charger autant d'argent, ben ouais, fuck it !» Le truc, c'est s'il y avait une vraie concurrence niveau ordinateur portable, il serait mais tellement moins cher. Vous n'avez même pas idée. Il serait réellement... Là, vous regardez, oh, je peux avoir un Core i7 pour 1000 euros. Non, s'il y avait de la concurrence, vous auriez un Core i7 pour 500 euros. Facile, vraiment. C'est à ce point-là. C'est même abusé, mais bon. Et puis, oui, il y avait quelques réactions justement par rapport au lien affilié. Donc, oui, j'en mettrai. C'est en test. Je regarde ce que ça donne. On verra bien. Peut-être qu'au final, c'est pas très intéressant et que ben, ça vaut juste pas la peine, en fait. Et que ben, je les retirerai ou j'en mettrai plus ou je mettrai juste des liens en mode OK, voilà le lien du comparateur d'hardware.fr. Prenez là où c'est le moins cher si vous voulez et puis basta. On verra bien. Mais c'est en test. Donc, voilà. Et c'est à peu près tout. Il y avait d'autres commentaires, mais je voulais juste faire vite fait quelques commentaires comme ça. Et je tiens une drôle de tête là, je suis en mode que passe-t-il? Je sais pas pourquoi je fais cette tête là. Bref. Ok, alors c'est à peu près tout. Du coup, comme l'intro l'avait dit, justement, n'hésitez pas à regarder un NordVPN. Ça permet de vraiment soutenir la chaîne, justement, de juste aller voir un petit peu ce que proposent ces sponsors de la chaîne. Pour moi, ça me permet d'être plus indépendant aussi de YouTube ou même de marque ou autre chose parce que, évidemment, un VPN, c'est pas une carte graphique ou autre chose. Donc, si je fais une pub pour un VPN, je peux toujours dire tout ce que je veux sur une carte graphique. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en plus, réellement, moi, j'utilise NordVPN. Donc, c'est un très bon VPN. J'utilisais déjà avant d'être sponsorisé par eux. Donc, c'est pour dire. Et je vous le recommande vraiment. Donc, lien dans la description. Vous avez aussi un commentaire épinglé. Et voilà, n'hésitez pas à le checker. En attendant, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, on devra avoir quelques vidéos plutôt sympathiques que je prépare depuis un petit moment. Mais voilà, on devrait de toute façon en avoir plus. Dans tous les cas, merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!